Bonjour à tous dans la salle et à distance. Donc, je commence par me présenter. Giuliano Ippoliti. Je suis le directeur de la cybersécurité au sein de Cloud Temple. Vous m'entendez bien? C'est bon? Ça marche? OK. Donc, Cloud Temple est un fournisseur de services cloud dont l'offre principale est le cloud de confiance qui est qualifié Secure Cloud. Donc, c'est l'objet de cette présentation. On a également des services d'infogérance, services managés et une activité de cybersécurité également. Cloud Temple fait partie du groupe Neuron, le groupe français, et a eu un chiffre d'affaires en 2024 d'un peu plus de 50 millions d'euros, avec une belle croissance. On était à 37 millions en 2021. Et bon, bah, la situation géopolitique pourrait nous aider dans cette croissance, j'espère en tout cas, même si elle est inquiétante. On est implanté principalement en France, notre siège est à La Défense. Moi, personnellement, je suis basé à Tours. On a des antennes à Lyon, Caen, Nantes et un site en Tunisie qui intervient sur l'infogérance, mais pas du tout sur la partie cloud. C'est interdit par Secnum Cloud. Donc, bah, je vais essayer de faire un tour d'expérience aussi transparent que possible, hein, dans la limite bah, de ce qui est le fait de ne pas pas exposer trop de détails, mais je vais essayer vraiment d'aller aussi loin que possible dans la transparence. Et je vais vous faire un tour d'expérience dès le début de notre cheminement vers la qualification Secnum Cloud. Je parlerai un petit peu du référentiel au début pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, bon, je m'arrêterai sur le volet organisationnel puis technique de la démarche de qualification. Je parlerai des défis qui restent ouverts et puis un petit bonus avec un rétexte complémentaire. Et ben, j'espère qu'il nous restera un peu de temps pour des questions-réponses. Enfin, je vais faire en sorte qu'il y ait un peu de temps qui reste. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Secnum Cloud a son origine en 2014 avec un référentiel qui s'appelait Secure Cloud à l'époque. En 2016, il y a eu la version 3.0 de Secnum Cloud. En 2018, la version 3.1. Et là, on est à la version 3.2. Donc, c'est la dernière version qui intègre des aspects liés à la souveraineté, notamment sur l'actionnariat des prestataires de services. Avec la version 3.2, pour simplifier, hein, on ne peut pas obtenir la qualification si on a une entreprise qui a un actionnariat étranger trop important. La structure du référentiel Secnum Cloud est très, très maligne, je trouve. Il ne réinvente pas la roue. Il s'appuie sur ISO 27001, 27002, avec des exigences supplémentaires quand même qui sont notables, notamment au niveau contractuel, tout ce qui est convention de service, réversibilité, localisation des données, régionalisation. Et bien sûr, il intègre des documents annexés de l'ANSSI, notamment le guide d'hygiène qui fournit le socle de base, et puis tout un tas de notes techniques, de guides. Donc certains parlent d'une nature tentaculaire du référentiel. On a essayé d'obtenir le nombre d'exigences unitaires. On en a au moins 700, mais selon la méthode de calcul, si on fragmente chaque exigence en sous-exigences, on dépasse les milliers d'exigences. Donc les travaux de mise en conformité ont duré plus de 3 ans, j'en parlerai tout à l'heure. L'esprit du référentiel est le suivant. Pour les clients finaux, réduire le risque de subir une compromission à cause d'une défaillance du fournisseur cloud. Mais attention, ça n'empêche pas un client de mettre un Windows 2003 sur une VM s'il le souhaite. Voilà, donc ça, c'est pas on n'a pas laissé maintenant de matrice de responsabilité partagée. Il y a certaines responsabilités qui restent bien sûr du côté des clients, des commanditaires, comme le référentiel dit. On parle de qualification, pas de certification. Donc, qualification est un mot un petit peu plus fort. Il y a le tampon derrière des pouvoirs publics français, de l'ANSSI. Et c'est une approche qui est, par exemple, je l'ai découvert récemment, hein, complètement différente de ce qui se fait en Allemagne avec C5. Bon, pour la petite histoire, on essaye au niveau de Cloud Temple de s'implanter en Allemagne. Donc, bah, tout naturellement, on s'est intéressé à la certification C5.
Et c'est une démarche complètement différente. Contrairement à l'ANSSI, le BSI publie un référentiel d'exigence, mais ne se charge pas du processus de qualification. En gros, il dit, faites-vous auditer sur la base de ces référentiels à travers la méthodologie ISAE 3000, et puis une fois que vous avez le rapport d'un auditeur indépendant qui estime que vous êtes conforme, bah, vous pouvez revendiquer la conformité. Le BSI ne maintient même pas une liste de fournisseurs qualifiés. Ça, c'est intéressant. Alors que l'ANSSI est très impliqué dans ce processus de qualification. J'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Alors, pourquoi se lancer dans ce chantier faramineux qui est la mise en conformité avec Secnum Cloud, un référentiel si exigeant? Bah, principalement, au niveau business, le but, c'est de renforcer la confiance des clients. On en a parlé ce matin, donc Inti en a parlé dans la réunion d'ouverture. La sécurité est probablement le facteur répulsif le plus important par rapport à l'adoption du cloud. Quand on est un client final, on a un sentiment de perdre le contrôle des données. Donc, qui dit confiance dit business. Et ben, notre direction considère en tout cas que offrir le niveau de sécurité le plus élevé possible, c'est un gage de survie. C'est ce qui va permettre au business de prospérer. Renforcement de la marque, de la notoriété, bien sûr. Et on a aussi on a toujours l'espoir d'accéder à de nouveaux marchés avec cette qualification, notamment avec la doctrine Cloud Centre qui a été établie en 2021, mais dont on a encore un peu de difficulté à apprécier les retombées. C'est un peu compliqué. Et UCS, je pense que vous en avez entendu parler. Il y a ce projet d'adoption de référentiel équivalent à Secnum Cloud, mais au niveau européen. Vous savez peut-être qu'il y a un lobbying extrêmement intense des hyperscalers américains pour exclure de ces référentiels les critères de souveraineté très forts, comme dans la version 3.2 de Secnum Cloud. Donc, ce sujet-là est en stand-by. C'est pas impossible qu'avec l'actualité géopolitique, comme je le disais tout à l'heure, ça puisse faire évoluer les choses dans le bon sens. Et puis, c'est intéressant de le remarquer, on collabore avec quelques dizaines d'éditeurs de solutions SaaS qui cherchent à faire obtenir la qualification SaaS Secnum Cloud pour leurs produits et en allant chez un fournisseur IaaS PaaS qualifié Secnum Cloud et s'affranchissent d'une partie d'exigence de mise en conformité sur les couches basses. Donc ça, c'est le côté business. Mais il y a aussi un côté plus noble, entre guillemets, plus pur, qui est le fait de monter en maturité dans la sécurité. Donc Secnum Cloud oblige à monter en maturité sur tous les domaines, que ce soit technique, organisationnel, à un niveau qui est autre chose par rapport à ISO 27001. C'est un ordre de grandeur plus loin, je dirais. Ça permet de réduire le risque vital pour un fournisseur de services cloud. Le cauchemar pour un fournisseur de services cloud est de subir une compromission de plusieurs clients en même temps, donc une compromission multi-client. Ça, c'est ce qui peut tuer la réputation, peut conduire un fournisseur cloud à mettre les clés sous la porte. Donc, en étant conforme à Secnum Cloud, on réduit ce risque, bien sûr, hein, il n'est jamais zéro. Et ça aide également à obtenir une conformité avec les référentiels réglementaires, les lois comme NIS 2, DORA, RGPD. Quand on est qualifié Secnum Cloud, je dirais qui peut le plus, peut le moins. Une fois qu'on est qualifié Secnum Cloud, de la marche à franchir pour tout autre référentiel, je dirais, elle est relativement petite. Donc voilà pour les facteurs qui nous ont poussés à nous lancer dans cette démarche. Rétrospective historique, donc en 2017, la naissance juridique de Cloud Temple, mais l'origine de Cloud Temple va un petit peu plus loin. Hein. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, je suppose pas mal d'entre vous, Cloud Temple est un fork de la société Intrinsec, pure player de la sécurité en France, qui a été fondée au milieu des années 90. Et Intrinsec a sorti à un moment une offre de cloud qui s'appelait Cloud Temple, qui a grossi, jusqu'à ce que on justifie un split entre les deux activités. Donc aujourd'hui, on est à peu près 300 personnes chez Cloud Temple. Et le fait on a gardé cet ADN sécurité, donc qui vient de l'origine d'Intrinsec. C'est
Ça peut être un peu marketing, mais c'est vraiment, je dois dire que notre direction générale soutient vraiment l'effort de sécurité, ce qui est une condition nécessaire pour la réussite de toute démarche de certification. Donc en 2018, donc moi j'ai pris mes fonctions en 2017 et le premier challenge qu'on m'a donné ou que j'ai proposé à Cloud Temple a été de lancer la certification ISO 27001. Ça, c'est vraiment le socle de tout pour ce qui est conformité en cybersécurité. Donc, on l'a obtenu en fin d'année, fin 2018. Et dès début 2019, on a commencé à échanger avec l'ANSSI. Donc, on a eu un chargé de qualification qui, euh, qui a suivi notre dossier, qui nous a accompagnés. Et ça a pris 3 ans de travail jusqu'à mars 2022 pour obtenir la qualification de l'offre de notre offre IaaS basée sur VMware. Donc, cette offre-là qui a été qualifiée en 2022. On était le quatrième fournisseur IaaS à obtenir cette qualification. Après, dans l'ordre, Outscale, OVH Cloud et Worldline. Et la direction générale a souhaité ne pas s'arrêter en si bon chemin, donc a lancé un programme très ambitieux de qualification de nouvelles offres de sécurité, notamment d'offres PaaS. Et en 2024, on a été le premier. Donc, à ma connaissance, on est le seul pour l'instant fournisseur à proposer une offre PaaS basée sur OpenShift, en l'occurrence, qui est qualifiée Secnum Cloud. Donc là, si on revient à l'actualité vraiment toute récente, on arrive à la fin du premier cycle de 3 ans de qualification, là, bientôt, au mois de mars. Donc, on a eu une validation de prolongation exceptionnelle de la qualification par l'ANSSI jusqu'à fin juin, le temps qu'il digère le rapport de l'audit de renouvellement. Mais bon, je peux vous dire que le rapport de l'audit de renouvellement n'a pas inclus de non-conformité majeure. Donc, on est relativement confiant sur le fait que le renouvellement se posera sans problème. On a présenté 3 nouveaux services. OpenIaaS, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est une offre de IaaS qui se base sur un produit alternatif à VMware, un produit open source, et qui est fonctionnellement équivalente. Donc ça, c'est une offre dans laquelle on croit beaucoup. L'hyperviseur CX CPNG de la société Vates française, maintenue par cette société, je vous en parlerai. Une offre bare metal et le chiffrement HSM intégré à l'offre VMware. HSM, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les boîtiers de chiffrement hardware. Donc voilà pour le parcours. Alors, donc je vais soulever un petit peu le capot sur les travaux qui ont mené à cette mise en conformité. Alors, forcément, on a nommé un chef de projet parce que c'est évidemment pour se mettre en conformité avec plusieurs centaines d'exigences. L'équipe sécurité ne peut pas gérer ça. Enfin, on a considéré que c'était un peu trop compliqué de gérer toute seule, donc on a eu un chef de projet qui a coordonné les travaux. Le projet, alors, on n'a pas compté exactement, mais ça a pris au moins plus de 1000 jours hommes sans problème, probablement même 2000. Et la direction a communiqué sur 7 millions d'investissements. Donc c'est bon, relativement conséquent. On peut voir ça comme grand ou pas énorme selon les points de vue. Par la suite, après l'audit initial, c'est l'équipe sécurité qui a pris le lead. Et c'est nous qui avons piloté les audits de surveillance. Donc, pour rappel, Secnum Cloud, c'est comme ISO 27001. Il y a des cycles de 3 ans. Ça commence par un audit initial, puis il y a 2 audits de surveillance. Puis ça repart avec renouvellement, surveillance, surveillance. Comme je le disais, on a réussi parce que la direction générale nous a apporté son soutien. C'est quelque chose qu'on ne peut surtout pas réussir dans son coin au niveau d'un professionnel de la sécurité. Il faut que la direction mette les moyens. Et on a évidemment capitalisé sur le SMSI qu'on avait construit pour ISO 27001. Qui peut pas le moins, peut pas le plus. Donc, si on n'est pas ISO 27001, c'est impossible d'envisager une conformité avec Secnum Cloud. J'en parle. S'il y en a certains parmi vous qui travaillent là-dessus, il faut retenir ça. Et il y a eu 2 gros chantiers, pour simplifier, un chantier plutôt technique et un chantier plutôt organisationnel, GRC, comme on dit.
L'une des complexités du projet est sa nature transverse, avec beaucoup de parties intéressées à coordonner, aussi bien en interne qu'en externe. En interne, les acteurs principaux ont été l'équipe qu'on appelle CSP, donc ceux qui gèrent toute la machinerie autour de notre cloud sont vraiment des gens brillants. Ils sont pas énormément, hein, mais ils ont mis en place une machinerie qui permet de provisionner de façon presque entièrement automatique les ressources que les clients euh, demandent à travers l'interface de gestion. Équipe sécurité, bien sûr, direction générale, j'en ai parlé, mais aussi des fonctions transverses comme les RH. Le chapitre 7 de Secnum Cloud porte sur la sécurité RH. Il ne faut pas penser que les incidents de sécurité sont liés que, évidemment, aux cybercriminels. Il y a beaucoup d'incidents qui sont liés à des mauvaises pratiques en interne, à des collaborateurs qui partent avec les comptes qui ne sont pas désactivés, euh, personnel qui n'est pas suffisamment sensibilisé, etc. Les achats, parce que Secnum Cloud impose un chantier très compliqué. Ça me fait penser à ce dont il était question ce matin dans l'atelier de Corinne, de mise en conformité des contrats avec les prestataires. Donc, avec chaque prestataire, on a essayé de négocier des clauses d'audit, des clauses de sécurité. Et quand vous avez en face des multinationales, c'est pas impossible de s'entendre dire bah, t'es qui toi, tu pèses combien pour vouloir m'imposer ça. C'est compliqué. Et l'ANSSI en est consciente. Ça, j'y reviendrai également. Juridique, il a fallu mettre en conformité toute notre liasse contractuelle. Donc, je ne sais pas si Corinne est toujours là, mais en tout cas, quand elle a fait son intervention ce matin, je reconnaissais tous les points qu'on a dû mettre en place pour la conformité à Secnum Cloud. Donc, bon, je prêche un peu ma paroisse, mais si vous voulez être rassuré sur le fait d'avoir une liasse contractuelle qui est solide et qui est conforme, la qualification Secnum Cloud l'impose de facto. OK? Account management, ça c'est la partie qui a été impliquée également, tout ce qui est relation avec les clients. Il a fallu choisir un client témoin, etc. Et puis, comme partie prenante externe, bon, il y en a plusieurs, mais j'ai mis en évidence l'ANSSI, forcément, qui nous a suivis dès le début du projet de qualification, et tout un tas de fournisseurs, certains impliqués dans la délivrance de services, et d'autres qui sont venus nous accompagner dans des démarches d'audit, de conseil, j'en parlerai tout à l'heure également. Voilà pour le dispositif organisationnel. Allez, je soulève encore un petit peu le capot sur la partie gestion de la documentation et des preuves. Euh, Déjà avec un premier choix qui est un principe de surcharge de la documentation du SMSI ISO 27001 par des politiques ou des processus spécifiques à Secnum Cloud. Donc, autrement dit, euh, on a gardé un corpus documentaire unique avec certaines politiques qui ont une version Secnum Cloud qui va un petit peu plus loin que les politiques de base en surchargeant certaines exigences. Okay. Alors, pour les geeks du groupe, sachez qu'on gère nos politiques en format Markdown sur du Git avec des moulinettes qui les transforment en PDF également. Et ça, c'est très pratique pour le versionning, pour tous les workflows de validation. On peut avoir tout un tas de contrôles là-dessus. Le format Markdown se prête très bien à l'automatisation. Et puis, bon, on a sur la pyramide documentaire classique, hein, avec politique, processus, procédure. Ça, c'est pas spécial. Au niveau de la documentation technique, on a banni tout ce qui est fichiers Word, Excel qui traînent, etc. On gère tout sur des applications type Wiki, sur une intranet interne. Et ça peut intéresser, on n'a pas une CMDB unique. On n'a pas trouvé un outil qui permet de gérer de façon satisfaisante les différentes classes d'actifs qu'on a. Mais en gros, on a une CMDB pour les équipements réseau, une CMDB pour les serveurs et une CMDB pour les postes de travail. Ça n'a pas posé de problème dans l'audit à partir du moment où on a pu démontrer qu'on avait des processus solides autour de ça.
Pour ce qui est de l'appréciation de risque, ça aussi, ça peut être intéressant de le signaler. On a commencé, enfin, historiquement, pour le SMSI, on était parti sur une appréciation des risques ISO 27005. Et puis, un petit peu pour faire plaisir à l'ANSSI, je l'avoue, on a switché sur EBIOS RM. Donc, pendant un certain moment, on a dû faire cohabiter les deux. Ce qui a fait un tout petit peu tousser l'auditeur dans l'audit initial, mais ça a fini par bien se passer. Aujourd'hui, on est sur du EBIOS RM avec une analyse mainstream, on va dire, et des analyses spécifiques aux nouveaux services. Donc, comme évoqué tout à l'heure, on a l'ambition de faire qualifier de nouveaux services tous les ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses spécifiques à ces services pour la première fois, donc avant la mise en service. Et puis, on intègre ça à l'analyse de risque, à l'appréciation des risques globale. Okay, donc ça marche très bien. Pour ce qui est le risque, l'ANSSI, à travers le référentiel et à travers les ateliers qu'on a pu avoir avec ses représentants, appuie particulièrement sur deux risques. Celui de latéralisation, ça reprend le cauchemar du fournisseur cloud que j'évoquais tout à l'heure, avec un client A qui se fait compromettre et puis un attaquant qui arrive à se latéraliser vers un client B, un client C, voire le SI du fournisseur cloud, et l'accès des données par un tiers hors UE. Donc ça, c'est lié à la souveraineté. Notamment, dans la Cloud Temple, on a la spécificité de ne pas avoir nos propres data centers. On s'appuie sur des data centers comme Equinix, Telehouse, etc., au sein desquels on loue des salles. Et il a fallu mettre en place des dispositions, des mesures de sécurité pour limiter le risque que certaines de ces sociétés de data centers soumises aux droits américains puissent venir jeter un coup d'œil aux données stockées dans notre cloud. Donc, ça passe principalement par le chiffrement. Voilà. Donc, voilà, ces deux risques-là sont ceux que l'ANSSI étudie à la loupe quand on leur parle de nouveaux services. Les questions qu'ils nous posent sont de ce type-là. OK, comment vous faites pour limiter la latéralisation? Quel est votre modèle de cloisonnement, etc. Cloisonnement, c'est un autre mot que l'ANSSI affectionne et qui est au cœur de notre système de sécurité. Pour tout ce qui est le maintien de preuves, bien sûr, on a un tableau, c'est question de survie, je dirais, qui contient les choses qu'on met en face de chaque exigence du référentiel. C'est un petit peu laborieux à maintenir. Là, on est en train de passer vers un outil spécifique qui va permettre de gérer plusieurs référentiels. C'est un outil, bien sûr, qui est hébergé on-premise, je précise, et qui va nous aider, si tout va bien, pour les prochains audits. Donc, maintenant, si on passe au point technique, je vais vous donner quelques éléments sur les spécificités de notre offre. Historiquement, comme évoqué, on était sur des hyperviseurs VMware. Donc, on en a encore beaucoup. La plupart de nos clients sont dessus. Mais vous n'êtes pas sans savoir que suite au rachat de VMware par Broadcom, il y a eu une politique tarifaire qui a été revue. Ça nous a fait très, très mal. Ça nous a fait perdre quelques points de rentabilité en fin d'année. Ça nous a motivé encore plus à développer une offre de IaaS alternative, cette offre basée sur VMware. Et comme je le disais, on a choisi XPNG. Enfin, on a fait ce choix. Et puis, l'ANSSI nous a dit, tiens, vous devriez parler avec cette société-là. Donc, ce qui nous a conforté dans le choix. Donc, il s'agit de Vates. Et le produit en question est un fork de Citrix Xen Server. Donc, c'est la technologie Xen open source. Voilà. Donc, on a cette offre-là. Et on pense que c'est une vraie alternative aux offres qui se basent sur des produits transatlantiques. Alors, on a des hyperviseurs qui sont dédiés. Quand un client vient chez nous, il a ses hyperviseurs dédiés. Donc, les failles comme Spectre, Meltdown, dont on parlait ce matin, ce n'était pas trop notre sujet. Ça, c'est plutôt quand il y a des hyperviseurs qui mutualisent plusieurs clients. Par contre, qui dit cloud, dit mutualisation, forcément, à un certain moment, on fait de la mutualisation. Chez nous, c'est au niveau de baies de stockage, qui sont physiquement mutualisées
avec un cloisonnement logique, hein, avec des VSAN, etc. Au niveau réseau, on a plusieurs zones de sensibilité avec des mécanismes de détection d'intrusion. Quand on a un passage entre une zone, entre deux zones avec des niveaux de sécurité différents. Et bon, à savoir, c'est pas obligatoire d'utiliser des produits certifiés ou qualifiés par l'ANSSI, même si c'est recommandé. C'est pas une obligation du référentiel. Pour ce qui est du chiffrement, donc on a dû se mettre en conforme avec les annexes B1 et B2 du RGS, qui, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, ils sont assez barbares. Même si je me considère plutôt matheux, c'était un peu compliqué. Donc, ce que je peux vous dire en termes de rétexte, ça revient à utiliser des algorithmes modernes avec une taille de clé suffisante. Donc, quand on parle de chiffrement de données au repos, de chiffrement symétrique, on fait de l'AES 256 en général ou 128 dans certains cas. Et voilà, le chiffrement, bah, c'est l'une des mesures les plus importantes imposées par le référentiel. On chiffre les données au repos, donc dans les baies de stockage, dans les postes de travail, jusqu'aux bandes de sauvegarde. On chiffre les données en transit. Donc, tout ce qui est dans le tuyau est chiffré, IPsec, TLS, même les liens inter-DC. Le SecNumCloud nous oblige à les chiffrer avec une technologie de type MACsec. On ne chiffre pas encore les données, les data in use avec du chiffrement homomorphe, mais on a des échanges avec des boîtes qui font ça. Donc, si tout va bien, on va sortir des offres là-dessus peut-être en 2026. Et bon, bah, savoir, le chiffrement hardware, ça peut surprendre, mais ce n'est pas une exigence du référentiel. Donc, on a commencé à faire du chiffrement avec des HSM là, fin 2024, début 2025, en partenariat avec Thales. Voilà pour le chiffrement. Alors, on est des obsédés de l'automatisation de la sécurité. Donc, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je peux vous dire que tout ce qui est durcissement est géré as code sur la base des guides du CIS qui ont été cités ce matin, ou dans certains cas, en complétant avec les guides de l'ANSSI ou des éditeurs. Et, allez, petit fun fact, on gère les règles de pare-feu as code aussi, avec une représentation Git de ces règles et des outils qui vont les implémenter par API dans les pare-feux. Voilà, ce qui limite les erreurs humaines et ça facilite l'audit. On a quelque chose d'autodocumenté quand on fait du déploiement as code. Alors, pour continuer, on a développé notre propre interface de gestion, notre console. Ça a été du boulot, ça c'est sûr. L'ANSSI impose aux prestataires cloud d'utiliser une interface de gestion différente de celle qui est exposée aux commanditaires. Donc, on a développé la nôtre avec des pratiques de DevSecOps. J'ai fait un talk par le passé sur DevSecOps, vous l'aurez trouvé sur YouTube si ça vous intéresse. Là, je passe assez rapidement, hein. On a une pipeline de CI/CD très sécurisée avec des analyseurs de code statique, dynamique, une collaboration entre les devs et l'équipe sécu. Donc, l'équipe sécu ne peut pas être derrière le dos de développeurs forcément tout le temps. Ça ne se cale pas comme modèle. Donc, on a nommé des security champions qui nous permettent de faire le lien entre équipe sécu et équipe de dev. Euh, on laisse la possibilité aux clients d'utiliser leur propre annuaire, ou s'ils ne le veulent pas, on gère nous-mêmes les comptes, mais on aime bien quand les clients utilisent leur propre annuaire. Et on expose également une API et un provider Terraform qui est relativement jeune, mais qui est déjà utilisé par certains de nos clients. Il est open source et vous pouvez le trouver. Si vous tapez sur un moteur de recherche Cloud Temple Terraform, vous tombez dessus. Et je peux vous dire que cette interface de gestion a été disséquée par l'ANSSI. C'est ce qui a introduit quelques mois de délai supplémentaire dans notre qualification initiale. Il y a eu bien sûr un audit de code, de pentest, et l'ANSSI a vraiment décortiqué notre modèle de cloisonnement. Encore une fois, les risques de latéralisation étaient au cœur des analyses de l'ANSSI. Ils sont vraiment focalisés sur le risque qu'une compro d'un client puisse en compromettre en cascade d'autres.
Alors, quelques mots sur le réseau d'administration. Alors là, on rentre vraiment dans le cœur du système. Il faut que je fasse attention à pas trop en dire, mais je ne me compromets pas trop en disant qu'on a un annuaire dédié aux admins. Ils ont des postes dédiés. Ils ont beaucoup râlé au début, hein, parce que ça complexifie un peu les démarches d'administration. Les postes d'admin durcis qui ne sont pas connectés à Internet. Euh, voilà. Et un bastion maison qu'on a développé sur la base de briques open source. Euh, s'est appuyé pas mal sur le produit The Bastion, hein, qui était maintenu par OVH Cloud. Et on l'a adapté à à nos besoins. Et globalement, on adore l'open source, hein. Dans notre SI Second Cloud, il n'y a que des Linux, je dirais, pour les OS, aussi pour les postes d'administration. Keycloak pour l'IAM. Bon, j'ai cité Wikijs pour la documentation. J'ai cité 3 exemples. J'aurais pu aller plus loin, mais bon, on n'a pas de Windows dans ce réseau-là. Par contre, oui, on a du Windows, même du Office 365 sur la partie bureautique de notre SI, qui ne fait pas partie de ce périmètre-là de l'audit, mais je le dis pour être honnête. Alors, les défis. Alors, je cite quelques défis. Ça, ce sont des points toujours ouverts et pour lesquels on n'a pas la solution magique, hein. Pas encore trouvé la solution magique, mais on a des pistes. Donc, le premier, alors conseiller, alors, time to market. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, on a une pression business à sortir de nouveaux services, à sortir de nouveaux services qualifiés. On a les clients qui nous demandent ça. Je ne vais pas vous apprendre que si vous regardez le catalogue de produits et services qualifiés Second Cloud et vous le comparez avec le catalogue d'AWS ou Azure, il n'y a pas de comparaison. Ils ont des centaines de services, voire des milliers. Et on a quand même une pression à en sortir à plusieurs par an. Et encore une fois, je ne vais pas vous apprendre que quand on fait les choses vite, ce n'est pas évident de les faire bien et de façon sécurisée. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'implémenter autant que possible la fameuse devise Shift Security to the Left ou Security by Design. En gros, faire la sécurité dès le début d'un projet, pour plein de raisons, même pour une raison purement financière. Si on se rend compte qu'on a fait fausse route au niveau sécurité, au niveau d'un produit et qu'on doit revenir en arrière, ça coûte beaucoup plus cher que si on fait les choses bien dès le début. Et puis, moi, je dois le dire, hein, je suis assez fier, on peut dire, d'avoir insufflé cette mentalité dans l'équipe sécurité. On n'est pas des intégristes, des ayatollahs de la sécurité. On essaye de comprendre les contraintes du business et on essaye de mettre en condition, on va dire, nos décideurs de faire des choix éclairés, en connaissance de cause, mais on considère qu'ils restent propriétaires du risque. Et ce n'est pas à nous, dans l'équipe sécurité, de dire, sauf des cas exceptionnels, de dire, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça, on n'est pas d'accord, on n'est pas dans le veto. On est plutôt dans une collaboration, dans une prise en compte des besoins business. Point similaire au précédent, comment concilier la richesse des fonctionnalités avec la sécurité. Donc, qui dit richesse des fonctionnalités dit surface d'attaque élargie. Ça donne plus de points d'accroche aux attaquants. Donc là-dessus, il faut trouver le bon équilibre pour les solutions qualifiées Second Cloud, hein. On pourrait faire les choix de facilité d'avoir des solutions au rabais avec très peu de fonctionnalités, mais les clients, ils ne les achèteraient pas tout simplement. Si ça ne répond pas aux besoins des clients, bon, voilà, ils n'achèteraient pas. Et, mais bon, donc suffisamment de fonctionnalités, mais pas trop non plus pour ne pas se tirer une balle dans le pied au niveau de la mise en conformité. Donc il y a un sweet spot à trouver. Et ça c'est assez récent, on a fait évoluer un petit peu notre modèle avec la coexistence d'offres Secure Cloud et non Secure Cloud pour répondre aux besoins des clients qu'on ne pouvait pas traiter avec des offres qualifiées. Okay. Ça, c'est sur la partie pass notamment. Sachant que l'offre pass non qualifiée tourne quand même sur un IaaS qualifié.
Et puis, bon, bah, évidemment, il y a des questions de gestion du changement qu'il faut gérer dans ce projet. Euh, Vous en avez sûrement fait l'expérience. Toute mesure de sécurité a introduit des contraintes. Ça oblige à modifier, dans certains cas, la façon de travailler. Donc, j'ai fait l'exemple tout à l'heure du double poste de travail pour les équipes d'administration. Là-dessus, pour y arriver, il faut que la direction générale pousse dans le bon sens, hein. Ça, je peux en parler publiquement parce que notre DG en a parlé dans un talk aux assises, à l'édition de 2024. À l'époque où on a déployé le double poste, il avait régulièrement des gens qui menaçaient de démissionner, qui venaient le voir dans son bureau. Donc, il a fallu gérer ça. Euh, il faut faire une reconnaissance des efforts par le manager. Euh, Même si on essaie de réduire le phénomène de accélérer les travaux avant l'audit, il y a une partie qui n'est pas compressible. Et donc, il y a des efforts particuliers qui sont faits avant les audits, forcément pour présenter une situation la plus propre possible, hein, même si on essaye voilà, d'étaler l'effort dans l'année. Et ben, ça peut pousser à travailler la nuit, le week-end. Voilà. Il y a eu des cas où il a fallu vraiment que les managers remercient bien leurs équipes. Puis communication, pédagogie, ça c'est classique. Un petit mot sur le processus de qualification qui, à ce jour, n'est pas parfaitement adapté, n'est pas tout à fait adapté à un fournisseur de cloud ambitieux tel que nous le sommes, qui a envie de qualifier 5, voire 10 produits par an. En fait, le processus actuel oblige de façon un petit peu artificielle à placer les nouveaux services présentés à la qualification dans les audits annuels. Donc, renouvellement, surveillance. Et ça, c'est pas terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'ANSSI a compris ça. Et on est en train de discuter avec eux pour assouplir un petit peu ce processus avec des audits qui pourront avoir lieu à n'importe quel moment de l'année, avec certaines évolutions qui demanderont un audit sur site et d'autres qui demanderont une analyse un peu moins poussée, dans le meilleur des cas pour nous, sur papier. Voilà pour le défi. Bon, bah, c'est bien, il va nous rester un petit peu de temps pour les questions-réponses. Il reste 2 slides avec un petit bonus de rétex. Donc, au cas où vous vous posiez la question sur la relation avec l'ANSSI, nous, en tout cas moi personnellement, je considère qu'elles ont été très bonnes. On a eu un chargé de qualification qui a été très, très aidant. On n'a pas senti en face quelqu'un de rigide, mais quelqu'un qui a essayé de comprendre nos contraintes, comme sur le processus de qualification évoqué tout à l'heure. On a mis en place des points trimestriels et ça, c'est très intéressant. On a eu la possibilité de solliciter les experts de la division assistance technique, DRT, avant de présenter de nouveaux services. Donc ça, c'est très précieux parce qu'ils nous challenge dès le début sur les modèles de cloisonnement retenus, sur les approches d'architecture. Ça permet de faire du security by default, by design, dès le début. Euh, voilà. Bon, ça reste, ce qui reste complexe, c'est le processus de signature. Donc là, bon, bah, je me suis amusé à mettre un petit extrait qui est un copier-coller d'un mail avec notre chargé de qualification, que je salue si jamais il tombe sur un enregistrement de cette présentation. Je ne sais pas si c'est enregistré d'ailleurs. Attendez. OK. Bon. Donc, en gros, quand il y a un document à signer, comme dans notre cas, la décision de prolonger un petit peu la durée de la qualification, il y a d'abord une signature chez le chargé de qualification, assistant bureau BQA, chef division PSS, sous-directeur d'expertise, cabinet, et ça remonte jusqu'au directeur général. Donc, notre décision là, a été signée par Vincent Strubel. Et tout ce processus-là prend plus d'un mois, en fait, ce qui est un peu long. Mais bon, ça finit par bien marcher, en tout cas. Sur l'audit, alors, pour l'audit, ce que je peux vous dire, c'est que l'ANSSI a suivi de très près les travaux d'audit, mais elle a été présente sur site
était sur le dos des auditeurs que pour l'audit initial. Pour les autres audits, elle s'est contentée d'un suivi un peu moins de proximité, on va dire. Donc, comment ça se passe en audit Secure Cloud? C'est pas très différent d'un audit classique, hein, avec des audits, par contre, qui ont lieu en parallèle. Il y a un auditeur organisationnel, GRC, qui, lui, s'intéresse au processus de gouvernance, aux politiques, à l'appréciation des risques, aux procédures, au volet RH, aux conventions de service, tout ça. Et un auditeur technique qui, lui, il va analyser les configurations, il va challenger l'activité du SOC, va se pencher sur le niveau de patching, etc. Donc, en gros, ça fait une quinzaine de jours hommes d'audit, sans compter le temps de rédaction, au moins pour les audits en début de cycle. Ce que je peux dire, c'est que dans mon expérience, la relation avec les auditeurs était plutôt fluide. On a essayé d'être aussi transparent que possible. Évidemment, c'est bon gars, il ne faut pas tomber dans la naïveté non plus. Quand l'auditeur pose... enfin, j'ai soumis des consignes pour les audités, hein, de se tenir aux réponses que les auditeurs posent, pas vouloir en dire plus pour faire bien, parce que ça ouvre une surface d'attaque, évidemment, là. C'est globalement gagnant-gagnant de travailler en confiance avec les auditeurs. Et le fait que l'ANSSI soit derrière les dos des auditeurs réduit le phénomène de complaisance qu'il m'est arrivé de rencontrer dans ma carrière pour d'autres types d'audits. Il y a un rapport commercial dans tous les cas entre commanditaires et organismes d'audit. L'organisme d'audit n'a pas intérêt de massacrer l'audité, bien sûr, parce que sinon, au cycle d'après, c'est un concurrent qui sera choisi. Mais le fait que l'ANSSI soit derrière et qui ait la capacité de requalifier les non-conformités mineures à majeures limite les possibilités d'entente cordiale, on va dire, de complaisance de l'organisme d'audit. Ça, c'est très clair. Allez, pour finir, il restera une quinzaine de minutes pour la question-réponse. Sujet sur l'appel à l'expertise externe. Donc, dans notre cas, ça a été très précieux. On s'est fait accompagner dès le début par un cabinet spécialisé, dont le représentant est dans cette salle. Il se manifestera à la pause, peut-être. Il nous a aidés dans l'interprétation du référentiel, dans l'exégèse, on va dire, de certaines exigences, de la vision ainsi de certaines exigences, dans la conception des services, de l'endurcissement, aussi dans la préparation des audits. Et après, on a eu aussi de l'aide, recours à l'expertise externe pour tout ce qui est partenariat technologique. J'ai cité Thales tout à l'heure pour le chiffrement hardware. C'était le cas pour Red Hat aussi sur la partie Pass OpenShift, par exemple. Ça, évidemment, donc on travaille en collaboration avec ces éditeurs. Et par contre, ce qui est important pour nous, c'est pas créer une dépendance, c'est-à-dire s'approprier autant que possible de cette expertise pour être autonome. Donc, ça passe par un transfert de compétences, l'exigence de livrables documentaires très détaillés, etc. Donc, ceci termine la présentation. Il nous reste un peu de temps si les organisateurs sont d'accord pour des questions-réponses. Et allez-y. Merci.